Présidentielle, l'interview sur Radio Classique et Public Sénat. Bonjour Gilles Leclerc, nous recevons ce matin donc sur nos deux antennes. Bonjour Clémentine Autain, vous et tout à l'heure donc Nathalie Arthaud. Je rappelle que vous êtes porte-parole de Jean-Luc Mélenchon. D'abord, est-ce que ces deux débats, s'ils ont lieu, si tout s'organise, finalise, est-ce que vous allez y aller avec plaisir ? Ah oui, Jean-Luc Mélenchon aime débattre, il l'a toujours fait. Il a même proposé des débats au Parti Socialiste depuis le mois d'août et ça n'a pas eu lieu. Donc on est tout à fait favorable à démultiplier la confrontation des programmes, des projets, des visions du monde que nous voilà. Quel est le bon débat pour lui? C'est débattre avec François Hollande ou débattre avec les autres? Visiblement, c'est avec Nicolas Sarkozy qui se retrouverait, si l'on en croit la répartition des débats. Non, mais c'est ça qui fonctionne pas. Il n'y a aucune raison que Nicolas Sarkozy et François Hollande ne débattent pas au même titre que les autres. Enfin, je trouve ça absolument anormal d'un point de vue démocratique. Il devrait y avoir les 10 candidats, ou alors s'il y a deux débats pour essayer de ne pas en avoir 10 en même temps, il faudrait tirer au sort, enfin trouver un système. Vous connaissez les médias, Clémentine Autain, vous savez très bien qu'un débat à 10 c'est juste infaisable. Faisons 2 fois 5 et tirons au sort sur qui débat avec qui dans ce cas-là. Et quand vous écoutez la radio ce matin et que vous entendez François Hollande présenter la première année de gouvernement, la première année du gouvernement du Parti Socialiste, finalement c'est une manière de vous dire peut-être que vous êtes nos alliés, mais pour ce qui est du gouvernement, on a déjà tout réglé, donc que vous fassiez 3, 5, 15 ou 25, ça ne changera rien. Mais c'est pas la première fois que François Hollande le dit, et y compris ses porte-paroles. Jérôme Cahuzac a dit c'est à prendre ou à laisser. Donc partant de là, ça s'est jamais vu dans l'histoire de la gauche qu'il n'y ait pas de rapport de force, de négociation, de discussion. Alors vous en tirez quelles conclusions ce matin? Ce matin, oui, sur ça c'est pas ce matin. Non, mais c'est vrai, mais c'est ce matin qu'il a décidé d'annoncer clairement les travaux sur lesquels Laurent Fabius avait planché depuis un certain nombre de semaines. Donc il l'annonce ce matin. Non, mais que le candidat socialiste ait un programme et qu'il dit quelles sont les mesures qu'il a envie de mettre en œuvre s'il est élu sur un an, ça me paraît tout à fait normal. Et Jean-Luc Mélenchon fait la même chose. Il dit quel est son programme, quelle est son idée de la façon dont la France doit être gouvernée dans les années qui viennent. Nous faisons la même chose. Une autre question est de savoir s'il y a les bases d'un accord politique entre le Parti socialiste et le Front de gauche. À l'heure actuelle, nous sommes devant une grande difficulté pour la raison suivante, c'est que nous pensons qu'il y a une vie en dehors de l'austérité et que le Parti socialiste veut donner du sens à la rigueur. Donc vous voyez, on a un problème de méthode et d'angle d'approche qui est substantiellement différent. Donc c'est pour ça qu'il y a une compétition au premier tour et je vois que nous progressons parce qu'il y a dans ce pays des gens qui ont envie que la valeur d'égalité et de justice sociale grandisse et que au fond nous puissions trouver les moyens de partager les richesses, de partager les pouvoirs, de partager les savoirs et aussi de partager les temps de la vie. C'est ça notre idée de la transformation sociale. Gilles Leclerc, François Hollande hier à Blois s'est exprimé, je vais juste le citer, il dit « Je suis moi sérieusement de gauche, mais je suis pour une gauche sérieuse, celle qui ne décevra pas, celle qui ne se détournera pas de ses engagements. » C'est clairement... Alors vous avez deux manières de prendre le problème. Nous, je pense que nous sommes particulièrement... Non, pas du tout. Moi, je pense qu'on est la gauche sérieuse et réaliste. Franchement, dire aujourd'hui qu'on va changer les conditions de vie du plus grand nombre sans s'attaquer au monde de la finance, c'est pas sérieux. Je dis franchement, c'est pas sérieux. Donc il y a deux manières de pas décevoir. Soit on promet rien, ne vous inquiétez pas, dormez tranquille, il se passera pas grand-chose. Soit on promet des choses, en effet, on fait des propositions et on dit par quelle méthode on va y arriver. C'est par exemple la 6e République que nous proposons, qui est aussi une manière d'impliquer le peuple dans les décisions et donc de pouvoir mettre en œuvre un rapport de force avec l'Union européenne, avec le monde de la finance. Quand vous regardez le projet de François Hollande et le projet de Jean-Luc Mélenchon, est-ce que vous voyez tout de même des passerelles possibles? Est-ce qu'il y a des points d'accord potentiel possible? Nous avons dit, nous ne lâcherons rien. Donc notre ambition, elle est de faire gagner la gauche, de la faire gagner le 6 mai prochain, de battre la droite, de battre l'extrême droite. Et vous avez vu quand même que dans les intentions de vote, le travail que nous avons mené au front de gauche porte ses fruits. Nous sommes aujourd'hui devant l'intention de vote, par exemple dans les milieux ouvriers ou chez les jeunes. C'est quand même très important. Et si le 22 avril, au soir, nous sommes devant le Front National, je suis désolée, mais nous aurons mené une bataille idéologique, une bataille concrète, substantielle pour la gauche. Et par la suite, ce que nous voulons, c'est que la gauche réussisse, c'est-à-dire pas simplement de battre la droite, mais d'être capable, dans l'année qui vient, de faire en sorte qu'il y ait des améliorations substantielles pour le plus grand nombre dans ce pays. Un bon score de Jean-Luc Mélenchon, ça peut vouloir dire quoi pour les législatives, l'élection à suivre? Est-ce que plus on est fort à la présidentielle, mieux on sera. Ça veut dire qu'il faut se mettre autour de la table avec le PS, discuter, négocier éventuellement des circonscriptions nouvelles. Comment vous voyez les choses? Là encore, on l'a dit et on le redit, c'est pas la tradition de ce courant politique, notamment le Parti communiste n'a jamais négocié une circonscription. Donc nous irons sur nos propres couleurs aux législatives. J'espère que nous ferons les meilleurs scores possibles pour avoir un groupe parlementaire substantiel qui permettra d'être une garantie que la gauche réussisse dans la durée. Prenons les choses les unes après les autres.
autres parce qu'elles ne se confondent pas. Il y a notre engagement à battre Sarkozy, quoi qu'il arrive, nous voulons battre Sarkozy et nous mettrons toutes nos forces dans la balance. Et vous avez vu que plus le front de gauche progresse, plus au fond toute la gauche progresse. Et là aussi, nous donnons des gages, nous participons à cette victoire contre Nicolas Sarkozy. Une autre chose est quelle majorité demain pour gouverner. Et là, c'est une autre affaire. Et en effet, pour l'instant, les bases d'un accord restent introuvables, mais nous voulons gagner. Nous voulons gagner, donc on ne se résout pas au rapport de force actuel. Et j'entends une petite musique du côté du Parti Socialiste. Quand on a grimpé à 6-7, vous avez entendu, il s'en est pris au monde de la finance. Quand nous étions à 8-9, il y a eu une taxe pour les hyper riches. Nous attendons par exemple une augmentation du SMIC. On voit là annoncer le blocage des prix. Non, voilà, annoncer le blocage des prix. 1700 bruts, nous avons dit immédiatement. Oui, dans la plateforme pour aller. Vous attendez ça de la part de François Hollande en fait. Notamment. Enfin, ce que je veux dire, c'est que plus nous sommes forts, plus le Parti socialiste est obligé d'infléchir sa campagne et de prendre en considération cette aspiration à une gauche qui a de l'odeur et de la saveur et qui est capable d'apporter des améliorations. Deux petites questions pour terminer. D'abord, est-ce que vous avez des nouvelles des municipalités, semble-t-il, de Toulouse et de Marseille qui, pour l'instant, vous font des difficultés? 1, pour avoir la place du Capitole, 2, pour avoir la plage du Prado pour faire des meetings. C'est réglé ou pas cette histoire? C'est en cours de réglage, je crois. Pour ce qui est de Marseille, nous allons faire une marche jusqu'aux plages. Donc je sais que c'est en discussion. Je ne suis pas heure par heure l'avancée. Et Toulouse? Et Toulouse, je ne suis pas heure par heure l'avancée, mais ce qui est formidable, c'est tous ces meetings que nous faisons en place publique. Enfin, je veux dire, ça s'est pas vu de mémoire, c'est vieux quand même, hein, des rendez-vous politiques, proprement politiques, dans la rue avec des dizaines, des centaines de milliers de personnes, c'est quand même inédit. Et vous qui êtes, je disais, une personnalité quand même expérimentée dans le domaine de la politique et de la politique étrangère, qui aimait bien les droits de l'homme, comment vous pouvez dénoncer tous les matins le monde de la finance et en même temps avoir un candidat qui est copain ou ami ou partisan ou soutien de Chavez, Castro, qui a beaucoup de mal à dénoncer les dirigeants chinois? Finalement, la finance, c'est pire que les Chinois, les castristes et Chavez. Je pense qu'on a... Ça vous gêne pas, ça? Je pense qu'on a une vision assez erronée de ce qui se passe en Amérique latine. Globalement, il ne faut pas réduire l'Amérique latine, tout ce qui s'est produit dans le mouvement populaire mais vous avez défendu dans votre carrière souvent les gens qui ont été emprisonnés à Cuba. Mais bien sûr, mais on continuera à le faire, mais vous ne pouvez pas tenir les deux bouts. Non, mais c'est incroyable parce que c'est la façon aussi. Si, il y a quelque chose d'incroyable. Je vais prendre l'exemple inverse de la Tunisie. En quoi les banques sont plus dangereuses que les dirigeants chinois? En quoi les banques, je comprends même. Vous parlez du monde de la finance. En quoi les banques aujourd'hui, les banques qui sont les banques du monde occidental, sont plus dangereuses pour l'économie, pour les Français que les dirigeants chinois, par exemple? Non, mais vous mélangez des choses différentes. Nous sommes attachés aux droits de l'homme et à la démocratie, nous l'avons toujours dit. Mais là, pourquoi on n'en parle pas, lui? Mais bien sûr qu'il en parle. Je vous rappelle quand même, nous sommes pour la 6e. Mais vous plaisantez. Mais soyez un peu sérieux. Regardez franchement ce que dit. Non, mais regardez franchement ce que dit Jean-Luc Mélenchon et ce que dit le Front de gauche sur ces questions-là. Nous sommes en effet extrêmement engagés sur la question des droits de l'homme et de la démocratie. Et dans le même temps, nous pensons qu'à l'échelle internationale, il faut développer des liens avec les pays qui sont capables de résister à ce qu'est l'organisation mondiale qui aujourd'hui est totalement assignée à ce qu'est la logique du profit et ce qu'est un bloc pas multipolaire. Pas une façon de regarder le monde de façon multipolaire, mais de s'arrimer à ceux qui sont les puissances de l'argent les plus fortes. Et nous disons les deux. Et je pense qu'on peut tenir les deux bouts et qu'on peut avoir des liens avec l'Amérique latine, qui n'est pas simplement des liens avec les dirigeants des pays, mais qui sont les liens avec ce qui se passe en profondeur dans ces sociétés qui tentent de partager les richesses, qui font vivre par exemple l'esprit coopératif. Et il faut regarder les choses de façon un peu... Vous savez, quand on a regardé le régime de Ben Ali, c'était le miracle économique. La question démocratique, on s'est pas mal assis dessus. Vous avez vu ce qui s'est passé depuis. Donc je trouve que dans le regard de la pensée dominante, il y a aussi deux poids, deux mesures. Faisons attention. Merci Clémentine Autain d'être venue nous voir ce matin sur l'antenne de Radio Classique et de Public Sénat. C'est Nathalie Arthaud qui va donc prendre votre place dans une seconde. Bonjour Nathalie Arthaud, bienvenue sur l'antenne de Radio Classique et de Public Sénat. On va commencer avec Gilles évidemment sur l'affaire des débats, puisque c'est une chose importante aussi pour vous. Est-ce que vous êtes satisfaite de la manière dont semble évoluer la pratique de la Ve République avec ces débats qui arrivent et qui n'ont jamais existé? Alors vous allez peut-être les critiquer sur le fond, mais en tout cas jusqu'à présent ils n'ont jamais existé. Là, il n'est pas question de véritable débat. C'est vrai que si on en prend la parole tous les uns à la queue leu-leu, ça ne sera pas véritablement des débats. Et moi, je constate quand même que cette campagne, elle a démarré depuis déjà des mois et des mois. Et que la réalité de l'égalité du temps de parole arrive sur les 3 dernières semaines.
Et tout ça, vous voyez, ne peut pas compenser le fait que cette élection, elle a déjà été construite dans un duel Hollande-Sarkozy, que finalement ils tiennent quand même, voilà, le haut du pavé, je dirais. Donc voilà, tout ça, Vous avez participé au débat quand même. Évidemment, mais attendez, moi je suis pour débattre, pour prendre la parole et pour défendre évidemment mon programme dans toutes les occasions, évidemment. Mais voilà, il faut quand même relativiser toute l'organisation quand même, et y compris quand on nous dit qu'il y a égalité et équité. Écoutez, c'est pas moi en quelques semaines que je vais pouvoir prendre le contre-pied de ce qu'on entend quand même 365 jours sur 365 du matin jusqu'au soir, hein, où on nous explique qu'il y a cette dette, il faut la payer, on en est tous redevables, que, eh bien oui, il y a toujours eu des inégalités, n'est-ce pas, dans la société, c'est comme ça, et puis que bon, bah, les riches ils dirigent, mais c'est bien normal. Enfin, vous voyez, bon, la réalité c'est que, voilà, c'est que là, ça sera difficile de et voilà, et que Mélenchon, ceux qui sont contre et qui défendent une autre politique, eh bien, ils ont bien du mal à accéder aux grands médias. Voilà. Question Nathalie Arthaud sur le plan politique, justement. Jean-Luc Mélenchon disait hier à Vierzon qu'il était à la tête d'une sorte de torrent révolutionnaire. Je ne vais pas reprendre ses paroles in extenso, mais c'est ça en substance. C'est aussi une manière de vous dire, vous à l'extrême gauche, que vous n'existez pas, quoi. Qu'il est en gros le patron, le symbole et celui qui emmène toute la culture communiste, d'extrême gauche, des alternatifs, et que d'une certaine manière, Lutte ouvrière et les autres n'ont absolument aucun poids dans cette campagne. Bah, écoutez, le poids... C'est ce qu'il pense profondément. Je ne sais pas ce qu'il pense. En tout cas, il a rassemblé, ça c'est sûr, il a rassemblé ceux qui voulaient rejeter Sarkozy et ceux qui voulaient être critiques et qui voulaient dire leur méfiance vis-à-vis de Hollande. Il n'y a pas de doute. Moi, je ne parlerai pas d'un torrent révolutionnaire parce que justement, c'est sur ce terrain-là qu'on n'est pas d'accord. Et moi, je ne suis pas dupe. Hein. Il parle évidemment de révolution citoyenne, mais il s'agit bel et bien de se rendre aux urnes, d'élire encore une fois, un bon gouvernement de gauche. La réalité, c'est qu'il est dans la tradition de Mitterrand. Voilà, je l'ai dit, c'est beaucoup de sa politique, c'est du Mitterrand réchauffé quand même dans dans ce que. Donc il serait Georges Marchais, donc c'est ça. Jean-Luc Mélenchon. Et puis, c'est la politique de Georges Marchais, qui consiste effectivement à dire qu'il faut peser sur le Parti socialiste, l'obliger à aller plus à gauche, à davantage s'engager. Nous, cette politique-là, nous pensons qu'elle a fait faillite, qu'elle a été un échec. Parce que, y compris le Parti communiste à 15%, 18% dans les législatives, avec des ministres communistes, n'ont pas empêché Mitterrand de prendre le tournant de la rigueur. Ça n'a pas pesé sur la politique du Parti socialiste. À vous, comme à Arlette Laguille, on a posé la question justement de la présence dans une élection démocratique d'un parti, Lutte ouvrière, qui est un parti qui fondamentalement a un fondement révolutionnaire. C'est vrai qu'il y a une espèce d'ambiguïté dans tout ça. Au fond, pourquoi vous participez à des élections que d'une certaine manière vous dénoncez, dont vous dénoncez les alliances, dont vous dénoncez les pratiques gouvernementales, dont on dénonce les limites, surtout, dont on dénonce les limites, la grande limite. Qu'est-ce que vous venez faire dans une élection, puisque de toute façon vous êtes contre ce système-là? Non, mais parce que dans une élection... C'est une question qu'on posait à Arlette Laguille aussi. Nous sommes pour qu'il y ait des élections. Et nous sommes justement pour la plus grande démocratie, pour que tout le monde puisse s'exprimer. Alors oui, moi je tiens à m'exprimer dans cette élection, comme vous d'ailleurs. J'ai envie d'aller voter pour mes idées dans cette élection. Et mes idées, c'est effectivement que les élections ne peuvent pas changer la vie des travailleurs, que c'est pas avec un bulletin de vote qu'on va arrêter les fermetures d'usines et les licenciements, que c'est pas avec un bulletin de vote qu'on va forcer notre patron à augmenter les salaires. Mais par contre, moi, je pense qu'on peut augmenter les salaires, on peut obtenir effectivement, d'arrêter cette hémorragie que sont les licenciements par les luttes. Donc, je tiens à le dire. Voilà. Moi, je pense que c'est une question de rapport de force dans la société. Et je tiens à revenir sur la limite de la démocratie. C'est quoi la limite de la démocratie? C'est que justement, jamais on nous demande notre point de vue sur les grandes décisions qui sont quand même celles qui influent sur notre vie quotidienne, qui sont prises dans les conseils d'administration des entreprises, dans le plus grand secret, par une minorité, parce qu'elle a apporté les capitaux, et c'est eux qui décident tout seuls dans leur coin de bloquer les salaires, de mettre à la porte les intérimaires. Et nous, ce sont ces choix-là que nous contestons et dont nous disons qu'on devrait pouvoir peser dessus, vous voyez. Donc peser effectivement sur ce qui se passe dans les entreprises. Alors, clarifions justement ce qui va se passer dans la démocratie. Mais non, mais on a entendu bien évidemment le fond et on connaît les positions du Lutte ouvrière, mais